Merci Thomas pour la logistique. Donc, bonjour à tous. Alors, on va passer une petite heure ou une heure ensemble sur le sujet donc, du vélo, sujet d'actualité. Je vais introduire rapidement le contexte, puis présenter les intervenants. Et on fera une table ronde en bonne et due forme avec des questions-réponses à la fin pour ceux qui en ont. Donc, je commence. Alors, le début est assez dense pour ceux qui connaissent déjà, mais c'est important quand même de se présenter, de présenter le contexte. Donc Ecodev qui anime cet écosystème mobilité durable, et c'est une structure que j'ai cofondée il y a maintenant un peu plus de 10 ans, qui travaille exclusivement donc, sur les sujets du développement durable avec un certain nombre de thématiques dont la mobilité durable qui est historique. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a beaucoup travaillé sur des démarches très opérationnelles dès 2009 sur le sujet du vélo, du covoiturage, de l'éco-conduite. Pour finir, par exemple, en ce moment, là, sur l'élaboration du label Pro Vélo pour les employeurs qui souhaiteraient déployer le vélo de manière beaucoup plus, on va dire, efficace. Donc, c'est une démarche soutenue par l'ADEME et la FUB, entre autres, ainsi que Cyclé, qui interviendra tout à l'heure. Les thèmes qu'on développe dans cet écosystème, c'est des thèmes dédiés à la mobilité, bien évidemment. C'est d'aider les employeurs à s'approprier cette thématique, management de la mobilité durable, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années, ça commence doucement. Sujet complexe puisque ça nécessite d'accompagner des changements de comportement, donc faire bouger les lignes. On travaille aussi beaucoup sur les sujets de l'innovation frugale ou de la sobriété, puisque du coup, on sait bien aujourd'hui que résoudre les sujets énergétiques, climatiques, ça passe par travailler sur des nouvelles alternatives et valoriser au mieux des solutions historiques innovantes ou vraiment innovantes d'ailleurs, avec des acteurs engagés. Voilà les grands thèmes qu'on développe. Je passe très rapidement sur les objectifs, puisque c'est un petit peu redondant, mais ce qui est peut-être important, c'est de comprendre qu'on fait de plus en plus de livrables pour les membres autour des actions concrètes, des problèmes et des solutions associées, des retours terrain aussi pour faire gagner du temps aux uns et aux autres. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire ce matin, mettre en avant des actions innovantes ou des retours d'expériences concrètes et mesurer du coup tous ces sujets qu'on peut appeler le monde d'après, donc les enjeux à impact ou toutes les thématiques socio-économiques. Voilà, donc l'écosystème, c'est un ensemble d'actions, de prestations, de compétences. Je les passe très rapidement. Là, on est vraiment dans la partie pitch, ou en tout cas mise en avant d'acteurs, et un certain nombre donc, du coup, d'acteurs avec une super animation. Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est que vous avez des grandes entreprises ou des employeurs qui vont financer cet écosystème, des solutions qui vont adhérer pour justement permettre d'alimenter finalement en contenu cet écosystème en termes de retour d'expérience et d'action. Et on a aussi un certain nombre de parties prenantes ou d'influenceurs qui vont nous aider sur des compétences très spécifiques. Je pense souvent le cas d'avocats spécialisés droit du travail pour intégrer les sujets de la mobilité dans les NAO ou des structures comme par exemple l'ADEME ou des journalistes par exemple. Donc voilà dans les grandes lignes sur l'écosystème. Maintenant, je vais aborder le sujet du vélo et de la mobilité. Alors, c'est un peu mon sujet de cœur dans la mobilité, parce que du coup, je suis très actif sur le vélo. Et je voulais quand même prendre quelques chiffres clés et recontextualiser tous ces sujets. Même si ça peut être redondant, en tout cas, c'est important d'avoir les grandes tendances. Donc, pratiquement 80% des gens se déplacent seuls pour aller en voiture au travail, avec des distances et des temps qui sont assez différents en fonction de la géolocalisation. Quand vous êtes en zone rurale ou en zone urbaine ou en agglomération, vous n'avez pas du tout les mêmes comportements. En fait, vous faites moins de distance et pour beaucoup plus de temps dans les grandes agglomérations. J'ai mis la répartition modale en fonction de certaines typologies de zones, sachant qu'on voit bien que le vélo est le petit rectangle orange, donc voilà, donc les éléments petits, les chiffres ne ressortent pas, mais on est sur des départs de 1, 2, 3%, et puis pour les villes les plus avancées, ça approche les 10%. Donc, on a un potentiel énorme puisque du coup, on a des enjeux aussi qui sont conséquents. Une deuxième source de dépenses des ménages, pratiquement 6 000 € par an pour se déplacer pour aller au travail. On a beaucoup parlé ces derniers mois, voire dernières années, là, de pouvoir d'achat et le mouvement des Gilets jaunes ont beaucoup mis en avant ces sujets. On parle de 3 tonnes de CO2. Alors, ça parle peut-être pas 3 tonnes, mais c'est à peu près 30% de son empreinte environnementale. Donc voilà, donc si on voulait tous tenir nos accords de Paris et les trajectoires de degrés, il faudrait enlever ce poste et puis encore d'autres. Donc, c'est des efforts quand même non négligeables. Et puis, c'est la troisième cause de mortalité, les enjeux de qualité de l'air, sur laquelle la mobilité quotidienne est impactante d'environ
30 à 50% en fonction des sources, mais on va dire un tiers pour minimiser, un tiers de ces conséquences de qualité de l'air sont liées au sujet de la mobilité. Alors, les chiffres clés autour du vélo, donc là, on va un peu plus positiver. Quand vous faites du vélo au quotidien, vous avez une espérance de vie qui s'allonge, 2,5 en moyenne. Voilà, en fait, c'est surtout l'activité physique quotidienne, mais le vélo, quotidiennement, fait partie de ces activités. 70% des nouveaux usagers des vélos assistance électrique utilisaient historiquement la voiture. Donc, on est vraiment sur un mouvement là, de fond autour du vélo de manière générale, qui a une efficacité en termes de report modal, qui est la raison d'être finalement de nos accompagnements et souvent de nos volontés tous sur ces sujets de développement durable. C'est quasiment 0 tonne de CO2 par personne quand vous vous déplacez en vélo. C'est très peu de bruit aussi, on parle rarement du bruit, mais dans les zones urbaines ou les agglomérations, j'ai regardé, en moyenne, c'est 70 à 80 décibels le coût de la voiture finalement au niveau sonore. 50% des déplacements qu'on réalise au quotidien font moins de 5 km. Donc, on est aussi sur un volume de déplacements qui pourrait être remplacé de la voiture au vélo qui est énorme, parce que 7 km, ça ne nécessite pas d'être en très grande forme physique, surtout avec un certain nombre d'appareils aujourd'hui. Le vélo explose depuis plusieurs années. Ça fait 20 ans que la croissance est constante dans les grandes villes principalement, mais pas que. Et puis là, il y a effectivement une actualité qui pousse à accélérer encore le mouvement. J'ai trouvé cette source sur les chiffres ADEME de 2020. A priori, quasiment 36 millions de vélos voilà, sont dans nos caves, greniers ou locales à vélo, avec à peu près un tiers, mais peut-être que Laurent nous confirmera ou pas ces chiffres, un tiers de non utilisés ou abandonnés. Et 30 minutes de vélo par jour, c'est une division de du nombre d'AVC. Pour refinir sur le sujet sanitaire, puisque du coup, si la motivation de sauver notre écosystème ou notre planète était recevable, ça fait longtemps qu'on aurait changé de comportement. Par contre, la santé aide beaucoup à changer nos habitudes. Voilà. Je vais passer maintenant très rapidement pour, on va dire, enrober ces chiffres. On est sur un problème structurel. On a aujourd'hui une vraie problématique d'espace ou de contraintes de mètres carrés dans les zones agglomération principalement. J'ai remis des chiffres clés pour bien démontrer, effectivement, on voit qu'un vélo, finalement, c'est peu d'espace au sol, finalement, comparé à la voiture ou à d'autres modes d'ailleurs. Mais dès qu'aujourd'hui, on veut commencer à prendre de la place sur la voiture, ça cristallise énormément d'enjeux et de problèmes. Et on l'a vu à Paris, Lyon, Marseille, dans les grandes agglomérations, dès que les services de free floating, vélo, trottinette ou autres sont arrivés, ça a mis un bazar et beaucoup de gens se plaignaient. Donc, on a un vrai enjeu qui est de comment repenser quelque part les espaces dans les centres-villes, sachant que 50% à peu près de ces espaces sont dédiés à la voiture, en tout cas à la voirie, alors qu'ils représentent finalement très peu de déplacements au regard de ce qu'on peut faire à pied ou en vélo. J'ai remis un autre slide qu'on avait développé avec Carbon 4 il y a quelques semaines pour bien démontrer effectivement que ce soit d'ailleurs trottinette ou vélo électrique, en termes d'impact environnemental comparé à la voiture, voire même les modes de transport comme le bus, on est vraiment sur des gains qui sont énormes. Donc aujourd'hui, vous voulez être écolo ou vous voulez être engagé, souvent il est bien mieux d'arrêter de manger un peu de bœuf le midi et de prendre son vélo régulièrement. Vous avez fait beaucoup plus de résultats que de s'embêter avec une douzaine d'autres on va dire éco-gestes qui au quotidien et mis bout à bout n'arrivera même pas à un tiers de cet intérêt. Donc prenez votre vélo, mangez moins de viande et déjà on aura fait une partie du boulot. L'actualité du vélo, elle est très dense. Je vais finir quasiment sur ces chiffres. L'objectif de la part modale, donc en France, est d'environ 3% et on a un plan national pour monter à 9%, sachant que les Allemands, les Hollandais ou dans d'autres pays, vous êtes à 12, 20, voire 30% quasiment pour les pays les plus exemplaires, en tout cas dans les agglomérations comme en Hollande. Donc, on a un potentiel énorme parce que la météo, par exemple, n'est pas forcément plus clémente en Allemagne. 400 €, c'est les montants que peuvent bénéficier les salariés qui vont être cyclistes ou qui sont cyclistes au quotidien, financés par l'employeur, hors charge, hors impôt, défiscalisable pour certains en fonction des modèles. Mais tout ça pour dire que, j'en rajoute volontairement, il y a aujourd'hui un forfait mobilité durable qui est éligible pour tous les employeurs et tous les salariés depuis le 1er janvier. D'accord. On échange ici. Ouais. Charles, on t'entend. C'est ça derrière là-bas.
Voilà, merci. 30 euros, donc ça c'est le coût par an et par habitant pour 1 km de voirie dédiée au vélo en termes d'entretien, comparé à celui de la voiture qui est quasiment de 300 euros ou des transports en commun qui est quasiment à 500 euros. Donc on a des ratios quasiment de 1 à 9 ou 1 à 10 jusqu'à 1 à 20 quasiment, enfin, un peu moins, 17, qui démontrent que ça coûte moins cher d'avoir des pistes cyclables et de les entretenir que tous les autres modes de transport. Donc pour nos impôts, c'est aussi intéressant peut-être de développer plus cet urbanisme, en tout cas autour de la voiture, et un peu moins peut-être d'autres. En ce moment, vous avez, mais on reviendra dessus, des promotions quelque part fournies par l'État liées à la situation du post-confinement. Voilà, vous pouvez faire réparer votre vélo, vous remettre en selle avec des frais qui vont être réduits, puisque du coup l'État finance. Alors c'est via des certificats d'économie d'énergie, donc c'est nos amis les pétroliers qui financent ces reconversions, donc avec des fonctionnements intéressant en termes de redistribution de valeur. On avait fait un webinaire sur le sujet. Bon, voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder sur les C2E, certificat d'économie d'énergie. 300 millions d'euros, c'est l'investissement que la région Île-de-France a mis en place là, pour favoriser la pratique du vélo. Donc, on est vraiment sur des enjeux où aussi, politiquement, et les élections là, municipales ont cristallisé beaucoup de choses autour du vélo. Même s'il y avait d'autres actualités, mais c'est la première fois qu'on voyait autant de candidats avec autant d'enjeux sur le vélo dans leur programme. Et il y a des subventions qui explosent là, comme les champignons, qui poussent un peu partout pour faire d'aide à l'acquisition et ou de la reconversion, on le verra peut-être par la suite. Pour finir, le MEDEF vous dit qu'en plus, prendre son vélo, c'est plus productif, 6 à 9% de productivité, donc je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ou qu'un Français sur 6 souhaite changer ses habitudes à l'issue du Covid ou du post-confinement. C'est plus tenable de faire comme je le fais aujourd'hui. Les chiffres des éco-compteurs qui sont sur les bords de route sur les vélos nous démontrent qu'aujourd'hui, on a une explosion de l'usage du vélo, pratiquement 90% début juin après le confinement, de pratiques en plus comparé à avant le confinement. Et j'ai regardé à saison comparable, on est à quasiment 30% d'augmentation quotidienne et de cyclistes en plus. Donc, ce que nous a permis finalement cette période, c'est de se dire qu'on allait changer peut-être nos moyens de transport. Voilà, j'ai fini sur cette introduction. Désolé, c'était un petit peu long. Du coup, je remercie d'avoir finalement accepté de jouer le jeu à Charles, de Cyclé, Aurélie, Laurent. Je vais vous laisser vous présenter dans cet ordre et en répondant à la première question qui est qui vous êtes et qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu aussi, on va dire, motivé ou acteur du monde du vélo. Charles, si c'est bon. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci Timothée pour cette présentation et ce contexte. Donc, moi j'ai fondé Cyclé il y a 8 ans pour apporter des solutions vélo aux entreprises. Et aujourd'hui, on fait des activités autour de 4 pôles. Le premier, c'est la mise en place de solutions de flotte de vélo, donc du vélo partage, du vélo de fonction et des solutions que l'entreprise met à disposition de ses salariés. La deuxième activité, c'est la vente de vélos auprès des salariés d'entreprise, dans le cadre d'un programme particulier qui s'appelle Bicyclé. Et la troisième activité qu'on a, c'est la sécurité à vélo, qui je pense est un sujet qu'on approfondira tout à l'heure. Et la question, qu'est-ce qui fait que tu es tombé dans le vélo? Je suis tombé tout petit dans le vélo en fait, donc c'est vraiment c'est une passion qui remonte à très loin et je suis un entrepreneur par ailleurs et il y a un moment de ma vie où j'ai voulu concilier mon activité d'entrepreneur et ma passion autour du vélo et j'ai trouvé que justement les entreprises étaient à la fois l'élément structurant pour changer les questions de mobilité et que c'était une de mes façons de contribuer à ces changements. Merci. Donc c'est vraiment cette convergence entre ma passion personnelle sur le vélo et puis la volonté de faire changer les choses. Génial. Aurélie, maintenant? Oui, bonjour. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis la présidente de Tuto Vélo. Tuto Vélo, c'est à la base une chaîne YouTube qui est relativement importante au niveau national, qui est spécialisée dans la mécanique cycle,
l'information dédiée à la pédagogie mécanique cycle. Et rapidement, on s'est transformé pour créer une plateforme de formation pour 3 niveaux, les débutants, les intermédiaires et les expérimentés, sur la mécanique générale comme spécifique, avec des outils à cette plateforme comme de l'aide au recrutement ou encore en R&D actuellement chez nous, un assistant à la détection de panne. Voilà. Donc, de manière très synthétique, voilà ce qu'est Tuto Vélo et je pourrais revenir dessus derrière. Alors moi, comment je suis tombée dans le vélo? Je suis de milieu rural puisque personnellement, j'habite en Haute-Loire. Donc, le vélo ici n'est pas forcément un moyen de mobilité à part entière au vu de la distance à parcourir. Mais par ailleurs, j'étais une fan inconditionnelle des sports et loisirs plein air. Et je suis entrepreneuse aussi. Dans ma précédente expérience, j'étais à la tête d'une agence de communication et c'est en travaillant pour une association nationale de VTT que j'ai appris à découvrir le vélo et que j'en ai fait ma passion aujourd'hui. Alors, passion d'un point de vue du sport et puis passion d'un point de vue de mes motivations à venir, puisqu'en plus de Tuto Vélo, j'appartiens aussi au cluster mobilité active et durable. Donc, c'est vrai que l'extension du vélo est devenue pour moi vraiment un leitmotiv sur lequel j'appuie l'intégralité des valeurs auxquelles je tiens pour notre futur à tous. Merci, génial. Et Laurent, du coup? Donc, pardon, moi j'ai fondé T-Bike. Donc T-Bike a deux axes de travail dans le vélo. Le premier, c'est d'électrifier les vélos, hein, donc de permettre à tout le monde possédant un vélo de pouvoir passer à l'électrique facilement et simplement. Et le deuxième axe, c'est le reconditionnement des vélos, c'est-à-dire que l'on récupère des vélos qui sont destinés à la casse. On les remet en état et on les remet en circulation. Et en fait, c'est ce deuxième aspect qui m'a fait basculer dans le monde du vélo en tant que chef d'entreprise, passionné de l'univers du vélo, puisque moi, je partage ma vie entre la France et l'Asie depuis pas mal d'années. Et en fait, en Asie, vous le savez peut-être, il y a eu 25 millions de vélos qui ont été jetés alors qu'ils étaient quasiment neufs. Et donc, c'est au vu de ce formidable gâchis que j'ai dit on peut pas laisser faire ça et il faut absolument récupérer, reconditionner et remettre en circulation nos bons vieux biclous, quoi, comme on dit. Ok. Effectivement, c'est à l'issue des rachats de structures ou de faillites de sociétés de free floating, si je ne me trompe pas. Il y avait des images assez marquantes. Ouais. Exactement. Ok. Et ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, là, on va passer un peu de temps. Alors, du coup, j'ai des supports, mais on va les faire très rapidement. Alors, Charles, je ne sais pas si tu es bien en ligne, mais je voulais commencer par toi avec quelques questions. Mais est-ce que tu veux faire les quelques slides déjà? Oui, bien sûr, pas de souci. Je te laisse faire tes quelques slides et puis après, je te poserai des questions. Donc, fais rapide. Hein. Parfait. Donc, comme je l'ai rapidement présenté un peu plus tôt, Cycle a été créé en 2013. Voilà, et on a très rapidement essayé de bâtir des partenariats avec des grandes entreprises. Bon, pour faire court, parce que ce n'est pas l'objet, mais aujourd'hui, on a des partenariats assez structurants, d'une part avec Île-de-France Mobilité autour du dispositif Véligo-location, puisqu'on a gagné avec La Poste, Transdev et Vélogite le marché de Véligo-location, et qu'on présente, pour rester dans l'ADN de Cyclé, notre job, c'est de présenter Véligo-location au sein des entreprises. Donc ça, c'est notre premier gros on va dire, partenariat qui nous permet d'être en relation directe avec les entreprises du tissu francilien essentiellement et d'apporter une solution très concrète au travers de Véligo-location. Deuxième gros partenariat, c'est effectivement avec Arval, puisqu'on s'est rendu compte assez rapidement que le vélo avait du mal à rentrer dans l'entreprise. Et que, bon, si aujourd'hui on commence à connaître une explosion ou en tout cas une progression très forte de ces pratiques dans l'entreprise, pendant longtemps, c'était un petit peu la patate chaude. Et donc, on s'est dit que peut-être qu'une manière de faire rentrer le vélo, c'était la voiture. Donc, on a approché les leaders de voitures pour faire rentrer le vélo dans le coffre de la voiture, et d'où un partenariat étroit avec Arval, entre autres, ce qui permet d'avoir une offre couplée voiture-vélo et avec un discours assez bien construit qu'entendent bien les entreprises aujourd'hui
autour de plus simplement des flottes de vélos, mais de la mobilité en général. Voilà, donc ça c'est essentiellement les groupes, puis je ne veux pas rentrer trop dans le détail du reste, donc si tu passes effectivement, ça j'ai évoqué tout à l'heure les 3-4 activités, puisque j'ai omis de parler de la partie conseil en mobilité, qu'on fait auprès des collectivités essentiellement. Voilà, donc on a donc Bicyclé, le dispositif de vente d'équipements aux salariés, qui connaît aujourd'hui un grand succès dans la mesure où il s'intègre assez bien ce dispositif réglementaire, en particulier du forfait mobilité durable, qui a été instauré par la LOM, et que ça permet à l'entreprise de mettre en place une mesure assez vertueuse d'équipement dans de bonnes conditions, et aux salariés d'acheter un vélo dans des bonnes conditions. Voilà, on a trouvé que c'était une approche un petit peu différente de celle qu'on avait au départ, qui était vraiment strictement entreprise, mais là on est dans l'entreprise, enfin, on est directement auprès du salarié dans l'entreprise. Okay. Voilà, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Non, parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir tes retours d'expérience concrets et du coup capitaliser sur tes retours d'expérience. Donc, je vais arriver très rapidement, mais effectivement, maintenant, tu as suffisamment de références et d'air de jeu pour démontrer ta qualité. Moi, je voulais savoir, pour toi, quels sont les principaux freins à la pratique du vélo aujourd'hui? Enfin, comment un DRH ou comment un employeur qu'est-ce que le salarié, finalement, ou le citoyen lambda doit traiter comme sujet pour pouvoir se motiver à être sur les selles? Ouais. Alors, j'utilise… Ah, on ne t'entend plus. J'utiliserai une partie de l'imparfait dans le essai où je dirais que les freins principaux dans l'entreprise, jusque-là, ça a été les questions liées à la dangerosité perçue, à la perception du danger, du risque. Et pour faire très court, bien souvent, on se retrouve face à des responsables d'entreprise, des RH, responsables de sécurité, rarement la RSE, mais en tout cas sur ces profils-là, avec des personnes qui, de façon tout à fait légitime, disent « mais on a quand même un problème, c'est que si on met nos salariés sur des vélos, on augmente nos risques. » Et c'est assez légitime du point de vue d'un DRH de se poser cette question. Ce qu'ils occultent au travers de cette question, c'est que les gens n'attendent pas qu'on leur propose On t'a perdu, Charles. D'avoir du vélo. Ils viennent avec leur propre vélo et qu'une entreprise… Et comment, bien souvent, on voit arriver dans l'entreprise des salariés avec ce qu'on appelle des VTP, c'est-à-dire des vélos tout pourris, qui sont mal entretenus, qui valent pas cher parce qu'on n'a pas envie de… Enfin, si on se le fait voler, on n'a pas envie de trop souffrir, qui ont des pneus lisses, pas de frein, pas d'éclairage, etc. Et donc, indirectement, en n'ayant pas de politique vélo assumée, l'entreprise augmente son risque finalement vis-à-vis de ses salariés. Aujourd'hui, depuis le Covid, en fait, un certain nombre de verrous ont sauté et la problématique principale des employeurs, c'est quelle solution puis-je proposer à mes salariés, à mes collaborateurs, pour qu'ils évitent de prendre le transport en commun. Donc ça, c'est ce qui a radicalement changé quand même depuis cette période de Covid. Donc ces freins principaux qui sont liés à la sécurité ont sauté. Ensuite, de façon dégradée, on va dire, les problèmes principaux qu'on va rencontrer dans les entreprises sont liés à la qualité de l'accueil des cyclistes. Est-ce qu'il y a les bonnes infrastructures? Alors, outre les pistes cyclables qui ne sont pas du ressort d'entreprise, est-ce qu'il y a des infrastructures d'accueil, douches, arceaux, etc., sécurisées, qui permettent aux salariés de venir à vélo? Et aujourd'hui, là aussi, on voit qu'il y a une prise en compte sérieuse de ces questions. Et du coup, donc on a bien compris, effectivement, je pense qu'on est assez convaincus, mais la situation sanitaire actuelle fait que le vélo, du coup, de toute manière, augmente et l'usage augmente. Les employeurs ne peuvent plus faire l'autruche, puisque du coup, ils vont avoir de plus en plus de cyclistes sur leur parking ou pour venir à vélo. Quelles sont pour toi, du coup, les quelques premières actions nécessaires, du coup, à déployer? Et quelles sont les contraintes et les opportunités, alors soit sous l'angle salarié, soit sous l'angle employeur, qu'on aura là dans les jours, semaines, les mois à venir? Je ne sais pas si tu nous entends.
Oui, est-ce que tu peux me redire ta question? Il y a une partie que j'ai pas bien entendue. En fait, les contraintes et opportunités, contraintes opportunités pour les salariés et pour les employeurs vis-à-vis des nouveaux usages des néocyclistes ou de cette augmentation de trafic. Donc on voit très clairement, comme je l'ai dit, que les verrous ont sauté de la part des employeurs et aussi des salariés. On a de nouveaux cyclistes, des néocyclistes, on va dire, qui se vont entraîner. Il y a un phénomène de masse critique, comme dans tout système, hein, qui est en train d'arriver au niveau du vélo, c'est-à-dire que plus il y a de cyclistes, plus il y aura de cyclistes. Et donc, on voit que dans l'entreprise, le tabou qui était oui, mais si je viens à vélo, je vais pas être bien perçu, ou c'est pas sérieux, ou je vais arriver transpirant. Et aujourd'hui, les vélos assistance électrique répondent à cette objection. Et puis, les collègues de travail et la hiérarchie montrent que c'est plus un enjeu, au contraire, qu'il y a une perception positive. Donc, il y a eu vraiment, il y a je pense, un point d'inflexion très fort qui s'est produit ces derniers mois avec la crise sanitaire, qui sera irréversible à mon sens. Hein. Je pense qu'on a un effet cliquet certain, que les mesures qui sont prises aujourd'hui sont des mesures qui sont que le début d'une forte évolution. On le sent bien. Et donc les clients, enfin nos clients, pour être très concret aujourd'hui, nous sollicitent de plus en plus et de façon assez violente, on va dire, en termes enfin violente au sens qu'il y a subitement beaucoup de sollicitations sur toutes ces questions, que ce soit l'équipement de leurs salariés et ou la sécurité à vélo. La question du vélo partage reste un petit peu mineure parce qu'elle soulève d'autres points et des investissements qui sont un peu différents. Ok. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien mieux, effectivement, à date, de capitaliser sur notre parc que de vouloir recréer, on va dire, tout un nouveau parc. Surtout qu'en période de crise économique, je ne suis pas sûr que l'investissement soit prioritaire pour un certain nombre d'employés et d'employeurs. Mais alors, du coup, ça me permet de faire la transition, surtout sur le sujet de l'entretien et ou de la sécurité. Aurélie, je vais arriver, mais effectivement, accompagner les néocyclistes, donc toutes ces nouvelles personnes là, qui ont pris leur vélo dans leur cave ou grenier. Je te laisse peut-être répondre à la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire à minima ou pourquoi faut s'en méfier, ou à l'inverse, pourquoi il ne faut pas s'en méfier, comment voilà, je te laisse dérouler. Voilà, je vais peut-être répondre par un témoignage, un retour d'expérience. C'est vrai qu'avec la crise du Covid, on s'est rendu compte que encore plus de Français qu'on le pensait souhaitaient un retour au travail, à leur déplacement grâce au vélo. Ils avaient de vieux vélos qui étaient stockés dans leur garage, ne savaient pas trop comment prendre les choses. D'autant qu'aujourd'hui, on connaît aussi une difficulté supplémentaire, c'est qu'on a eu des aides, des moyens, tu en as parlé en introduction, Timothée, mais c'est vrai que les vélocistes suivent vraiment grandement cette forte demande, mais on a des temps d'attente qui sont un petit peu plus importants. Donc, par exemple, Tuto Vélo a accompagné des personnes qui souhaitaient reprendre à travers certains conseils, notamment sur les points de sécurité, parce que ça, c'est important. Reprendre son vieux vélo, c'est bien. S'assurer de sa propre sécurité, c'est encore mieux. À savoir qu'aujourd'hui, on considère que 12% des accidents en vélo sont causés par un mauvais entretien de son cycle. Donc, il y a quand même des choses sur lesquelles il ne faut pas réellement tergiverser. Ça ne sert à rien. C'est simple en plus. Certaines choses sont quand même à la portée du plus grand nombre. Donc, une des choses à laquelle, tout simplement, on peut participer pour l'accompagnement des néocyclistes, c'est l'information et l'information vis-à-vis de cet entretien. D'un point de vue de la maintenance des cycles, on a des personnes qui sont très bien, et notamment les vélocistes locaux, et il faut entraîner particulièrement leur travail, c'est important. Mais d'un point de vue de l'entretien courant, vérifier sa pression de pneus, vérifier si son pneu sont usés ou pas, lubrifier sa chaîne, bien entendu, vérifier son système de freinage et parallèlement à ça aussi, pouvoir bien régler son poste de pilotage, parce qu'il ne s'agit pas de faire du vélo, d'avoir mal au dos et d'entraîner d'autres problèmes inhérents à la position sur le cycle. Enfin bref, il y a plein de petits points comme ça qui sont simples à prendre en compte
et qui peuvent se faire de manière autonome, sans aucun problème. Et c'est vrai qu'on a notamment accompagné, je pense, à Grenoble, à Écomobilité Savoie-Haute-Savoie, etc., sur la formation que l'on pouvait donner autant aux professionnels salariés et employeurs, autant aux usagers particuliers qui souhaitaient se remettre en selle tout simplement pour les encourager avec l'information qui va bien. Ok. Tu me dis s'il faut que je passe des slides. Je sais. Sur le focus entretien sécurité, justement, j'étais revenue un petit peu plus en précision sur justement ces points qui sont importants. Donc, sur les conseils qu'on pouvait apporter à tout un chacun, à tout usager de cycle, tout simplement en disant à ces utilisateurs que vérifier ces points de sécurité une fois par mois, c'est s'assurer vraiment que le cycle sur lequel nous montons tous les jours est en sécurité, va répondre aux différents réflexes qu'on va lui demander. Et puis, ces quelques points qui sont simples, comme je disais, la pression, l'usure des pneus, le serrage des roues, bien sûr, l'attention, l'usure des freins. Alors, ça peut aller très, très rapidement, hein, les serrages de sécurité, le jeu de direction, les pédaliers, les pédales, à savoir qu'il y a un geste basique qui est initialement peu courant, on le remarque en tout cas sur le terrain, mais qui permet d'entretenir beaucoup mieux son cycle. C'est simplement un nettoyage régulier de son cycle, de l'eau savonneuse tout simplement, et une petite lubrification derrière. Très concrètement, le kit d'outils mécaniques dont on a besoin est relativement simple et très peu onéreux. Par contre, ça permet au vélo d'avoir une longévité beaucoup plus intéressante. Ok. Comment, alors je ne sais pas, c'est plus par curiosité, mais les 12% là, en termes d'accidentologie, vous les sortez d'où ces chiffres? Alors, c'est une étude qui a été parue. Je mettrai le lien justement dans la présentation qu'on enverra. Il y a tout un tas de métriques qui sont extrêmement intéressants à découvrir parce que c'est une réalité, hein, très concrètement. Mais c'est vrai qu'on le remarque bien, hein, des pneus en sous tension, c'est extrêmement accidentogène. Des freins qui ne sont pas vraiment optimisés de la même façon. Donc, je mettrai tous les liens, hein, des études qui reprennent ces différents métriques. Je vais peut-être pas tout étaler. Non, mais c'est top, merci, parce qu'on nous pose beaucoup la question justement des sources sur les chiffres vélo, puisque du coup, ils sont compliqués à trouver et à diffuser. C'est normal. Effectivement, alors moi, je pense souvent à l'image de la voiture de fonction qui a son entretien, qui est à jour sur son carnet, on va dire, d'entretien, et on vérifie bien que la personne ait son permis, etc. etc. Bon, voilà, sur le vélo, il faut avoir un peu cette image que de laisser des personnes avec des roues voilées, des pneus sous-gonflés, sans casque, sans rien. Enfin, forcément, ça amène… Oui, et je pense qu'on le remarque tous, hein, Charles le stipulait tout à l'heure, les VTP, j'ai beaucoup aimé l'expression, c'est un peu ce qui est désolant parce qu'une mauvaise expérience crée une frustration derrière ou une peur, et c'est vraiment pas ce vers quoi on essaye de tendre, bien au contraire. Ok. J'ai une question du coup pour toi. Quelles seraient les actions que les employeurs peuvent déployer justement pour accompagner et ou aider les salariés sur ces sujets? Alors, il y a plein d'actions que les employeurs peuvent déployer en fonction de la taille de l'entreprise, de sa situation géographique aussi, etc., etc. Mais quoi qu'il advienne, on a des PDE, des plans de déplacement entreprise qui ont été justement mis en place et on encourage vivement à ce que ce soit plus récurrent. On a tout un tas de services qui sont aujourd'hui disponibles. Alors, il y a deux approches, hein. Il y a l'approche financière qui est incitative, bien sûr, et puis il y a l'approche RH, donc bien-être des salariés, etc. On va peut-être en reparler, je ne veux pas être forcément redondante, mais aujourd'hui, il y a plein de mesures financières qui sont totalement incitatives et ça faisait partie de ton introduction. On pourra les lister exhaustivement sur le support sans aucun problème. On a quand même, d'un point de vue incitation aussi vis-à-vis de l'employeur et des services RH, des études extrêmement complètes sur le bien-être qu'apporte le vélo pour tout un tas de raisons, hein, d'un point de vue de la condition physique bien sûr, mais d'un point de vue de la concentration, de la qualité de travail réalisée, de la prise en compte des tensions, etc., etc. Donc ça, ce sont vraiment de très bons points. Et puis derrière, on a plein d'offres, on est de nombreux professionnels à proposer des services complémentaires
supplémentaires qui appuient et qui encouragent, qui accompagnent en fait ces différentes orientations des mobilités, et en particulier vélo. On a les vélos en libre service, la location, on a de l'aide à l'entretien du vélo, de la possibilité d'avoir un personnel de maintenance systématique ou de manière beaucoup plus ponctuelle sur le site. D'accord. On a aussi des personnes qui encadrent des cours de remise en selle, parce que le vélo, c'est bien à partir du moment où ce n'est pas une peur. Et aider les gens à reprendre confiance sur un vélo, notamment en milieu urbain, c'est nécessaire aussi. Et puis, on revient aussi à ce que disait Charles tout à l'heure, quand même des besoins d'un point de vue infrastructure qui sont nécessaires. On sait que le premier souci en fait des usagers concerne aussi le vol de vélos. Donc, il faut des infrastructures sécurisées pour qu'ils puissent parquer leur cycle. Et puis derrière, il faut quand même qu'ils puissent prendre une douche ou se changer, notamment quand les conditions météorologiques ne sont pas au rendez-vous. Donc, il y a quelques adaptations, mais il y a tout un tas de services connexes qui peuvent se mettre en place pour pouvoir faciliter et faire évoluer la qualité de la pratique de l'usager à titre professionnel. Une question en plus, est-ce que sur Tuto Vélo, vous avez des vidéos pour expliquer comment il faut parquer son vélo et le sécuriser? Alors oui, Tuto Vélo, on a parlé de plateforme de formation, bien entendu. Alors, ça fait 9 ans maintenant qu'on entretient une base de données. Donc, elle est assez exponentielle en termes de contenu. On a des vidéos, on a des bandes son, on a aussi des fiches théoriques très complètes, la possibilité de passer des tests. Et cette formation, elle s'adapte autant à des pratiques techniques réellement mécaniques à des bons usages, à des accompagnements conseils, à des accompagnements sécurité aussi, le port du casque, etc. etc. Donc, on peut étendre. On a toute une partie contenu on demand donc, que l'on fait expressément pour des types spécifiques de vélos. Je prends par exemple la problématique du dernier kilomètre, les vélos cargo, etc. Et puis, on a tout un tas de contenus aussi on demand qui concernent justement la civilité que l'on doit avoir entre les différents moyens de mobilité à vocation durable, la sécurité, les bonnes pratiques, etc. etc. En effet. Génial, merci. Alors du coup, parce qu'on va laisser quand même du temps à la fin sur les questions-réponses, un peu comme dans C'est dans l'air, où chacun pourra prendre la parole quand il le souhaite. Mais je sais qu'on va arriver en plus à la présentation la plus concise. Laurent, du coup, je te laisse peut-être dérouler. Mais en fait, ce qui était intéressant dans l'approche, parce qu'effectivement, on a bien vu Cycler, Tuto Vélo vont avoir un certain nombre de compétences liées au changement de comportement, à l'accompagnement, en formation, à l'éducation, enfin bref. Et c'est extrêmement complet, donc je vous encourage à aller effectivement solliciter les uns les autres en fonction des attentes. Mais le sujet de l'économie circulaire, de récupérer finalement de l'existant et le remettre à jour, c'est un sujet qui est extrêmement précieux quand même à nos yeux, en tout cas chez Ecodev. Et du coup, voilà, T-Bike est arrivé avec cette innovation. Je te laisse peut-être présenter. Je vais mettre tes slides, hein, mais bon, du coup, je te laisse la main. En fait, on s'inscrit dans la logique et l'écosystème de tout ce qui a été présenté par Thomas et Aurélie. Hein. On est vraiment dans l'écosystème du vélo, mais on rajoute une couche, je dirais, qui est le principe de dire qu'un vélo, c'est quasiment inusable. Comme le disait Aurélie, on change ses patins de frein, on contrôle la pression de pneus, on met un petit coup d'huile sur la chaîne. Et en fait, on peut rouler sur le vélo de ses grands-parents pratiquement sans aucun risque, parce que les points de contrôle et de sécurité sur un vélo sont très très simples. Donc, le vélo, c'est inusable. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement entre 35 et 40 millions de vélos en France. C'est le parc qui est évalué. L'électrique arrive et amène une formidable accélération dans ce qu'on appelle les nouvelles mobilités. Et l'électrique, tu le disais tout à l'heure, c'est le moyen idéal pour convertir les automobilistes à passer au vélo. Et donc, on s'est dit, voilà, j'ai 1, 2, 3 vélos à la maison. Mais plutôt que d'en acheter un nouveau, si dans ce parc de vélos que j'ai à ma disposition,
qui sont en bon état, autant les électrifier. Et les électrifier de façon simple, facile et accessible à tout le monde. Et c'est pour ça que développer cette roue avant qui est totalement connectée et qui en fait nécessite en termes de compétences mécaniques juste d'enlever sa roue avant, de la remplacer par la roue e-bike et de la connecter à son téléphone. Et donc l'idée est vraiment de dire pour tous ceux qui ont déjà un vélo, qui y sont attachés, qu'ils soient anciens ou nouveaux, qu'ils soient très chers ou économiques, dès le moment où ce vélo est en bon état, dès le moment où j'y suis attaché, qu'il est confortable, je vais, avec la roue e-bike, pouvoir l'électrifier et du coup laisser la voiture un peu plus souvent à la maison et me déplacer de façon beaucoup plus régulière en vélo avec tous les avantages dont on a déjà parlé. Donc, c'est ça la logique, c'est l'innovation, entre guillemets, frugale. Et plutôt que de racheter, c'est réutilisons ce qu'on a déjà en l'upgradant et en pouvant l'utiliser plus souvent. Ok. Et question, alors là, je vois pas sur le visuel la batterie pour recharger ce moteur. En fait, tout est dans la roue, la petite roue avec la marguerite que l'on voit, tout est à l'intérieur. À l'intérieur, il y a la batterie, il y a le moteur, il y a l'électronique. Donc, grâce à la technologie, on a pu miniaturiser au maximum et faire en sorte que tous les composants qui constituent l'électrification d'un vélo soient condensés dans ce petit hub. Et comme on a tous déjà un téléphone, plutôt que d'avoir des contrôleurs et des câbles installés sur le guidon et sur le vélo, on utilise son téléphone avec un petit support de guidon qui va piloter la roue. Ok. Et du coup, j'imagine que c'est forcément beaucoup plus intéressant que d'acheter un vélo neuf électrique. Alors, Économique. il y a deux aspects. Il y a la question du prix. En fait, aujourd'hui, on vend la roue à 750 euros. Donc, en tant que tel, c'est un budget conséquent. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, au regard du budget lié aux mobilités dans les ménages qui est d'environ 6 000 euros, c'est quand même une économie substantielle. Et par rapport au prix moyen d'un vélo électrique, c'est plus de la moitié. Donc, économiquement, ça rend cette mobilité peut-être un peu plus accessible à un plus grand nombre. Mais surtout, le gros point, c'est que ça s'inscrit dans un comportement de consommation vertueuse, c'est-à-dire plutôt que de racheter à nouveau, voilà, je conserve ce que j'ai et je le réutilise. C'est vraiment ça ce que l'on cherche à faire et à installer auprès des utilisateurs de vélos en France. Ok. Pour info, effectivement, c'est le prix de la batterie de beaucoup de vélos électriques, sans citer de marque. Donc voilà. Génial. On va passer aux questions parce qu'il y en a quelques-unes et j'en ai d'autres comme ça. Maintenant, ça laissera un peu la parole aux uns aux autres. Alors, vous prenez la parole quand vous êtes le plus à l'aise. Hein, vous vous sentez. Voilà. Alors, j'ai une question directement à toi, Laurent, là, sur l'autonomie de l'électrification, de cette électrification. Ben, l'autonomie de la route e-bike, c'est environ 60 km. C'est-à-dire que si on prend les standards de mesure d'autonomie des vélos électriques, on est à 60 km et on a cherché à caler une autonomie qui soit compatible avec une utilisation urbaine. Comme tu le disais tout à l'heure, les déplacements moyens sont au maximum en général d'une dizaine de kilomètres. Et l'idée, c'est de dire, voilà, je ne vais pas recharger ma roue tous les jours. Et donc, sur une utilisation, entre guillemets, de vélo taffeur, je vais recharger ma roue 1 ou 2 fois par semaine, grand maximum, quoi. Donc, on est dans les standards d'autonomie des vélos électriques aujourd'hui. Je vais faire donc question rapide, réponse rapide, hein, parce que du coup là c'est des questions très techniques sur le produit, mais c'est important quand même de les balayer. Durée de recharge, comment on recharge la roue et est-ce réglementaire de changer cette roue? Voilà, comme ça tu auras eu ton quota de questions. J'ai mon quota, oui. Donc, en fait, on recharge dans l'axe. Le chargeur, c'est comme pour votre téléphone. Tu branches dans l'axe. Et globalement, là aussi, on est sur des temps de charge à peu près standards. C'est-à-dire qu'en 2 heures, tu vas recharger 60% de la batterie. Et les 40% complémentaires vont demander 2 heures de plus, quoi. Donc, une charge totale, c'est 100%. Est-ce que c'est réglementaire? Oui, la roue, elle répond à toutes les normes liées au vélo électrique et particulièrement les normes de sécurité en termes
de limitation de vitesse, de coupure du moteur, de freinage, etc. Donc, c'est bien évidemment tout à fait réglementaire. Oui, on ne se serait pas permis de faire intervenir des hors-la-loi, même si on est très militant chez nous. Donc voilà, donc ça, je crois que ça a traité les questions que j'ai vues passer. J'ai remonté. Alors, comment avancer quand notre société n'a pas mis en place d'interlocuteur mobilité alors que nous sommes plus de 50 salariés? Alors là, après, il y a une question très précise. Quelle a été votre action sur le groupe NJ? Alors, pour répondre à cette question, quelle a été votre action avec le groupe NJ? Ça débute. Donc, pour le moment, si c'est une question à Ecodev directement, on accompagne NJ effectivement sur leur mobilité durable, mais ça vient de commencer, donc je vous répondrai ça dans quelques semaines. Mais donc voilà, donc du coup, quels sont, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, comment avancer quand notre entreprise n'a pas mis d'interlocuteur mobilité? Bon, c'est une question très inspirante. Moi, je vais y répondre. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut pousser au DRH le sujet, puisque les DRH sont depuis la loi d'orientation des mobilités, depuis le 1er janvier, sont responsables d'intégrer le sujet de la mobilité durable dans les négociations annuelles obligatoires des NAO. Donc, tous les ans, les délégués du personnel peuvent aller pousser ces sujets en faisant un certain nombre de requêtes ou en ayant un cahier de doléances pour essayer de faire passer un certain nombre d'actions. Donc ça, c'est la première chose. Le DRH est obligé d'intégrer ce sujet dans son quotidien. Et après, il faut aussi dimensionner au mieux les services et où les alternatives possibles et l'intérêt. Donc, je pense que c'est important de commencer à faire aussi un certain nombre d'études en interne ou sous-traité pour comprendre quelles sont les tendances en termes de potentiel. Puisqu'on ne va pas du tout travailler sur de la mobilité durable de la même manière quand on est au centre d'une grande agglomération ou en zone rurale. Et on ne va pas avoir le même potentiel de pratique du vélo, du covoiturage et toutes ces thématiques. Donc, c'est peut-être la base. Mais la pression NAO avec l'obligation légale auprès du DRH, généralement, elle fait quand même basculer. Alors, autre question, quels sont les leviers pour un salarié pour promouvoir le vélo taf quand le DRH répond sur le vélo, c'est dangereux? Il y a déjà eu une réponse partielle de Thomas, mais il a déjà bien avancé le sujet en citant des métriques aussi. Le vélo, c'est dangereux, mais quand on regarde un petit peu le retour d'expérience des différentes entreprises qui ont mis en place la solution au vélo, on constate que la dangerosité est relative si on a bien accompagné en fait la pratique aussi. Donc c'est un tout, mais quand c'est bien fait, la dangerosité elle peut être maîtrisée. Okay. Alors moi j'ajouterais si je peux, donc c'est Charles, j'ajouterais que le vélo c'est dangereux, la perception de la dangerosité elle est à chacun et chercher à la modifier c'est perdre de temps. En revanche, un DRH qui dit le vélo c'est dangereux, moi ma réponse c'est de dire soit, et que faites-vous? Exactement. Parce que la question de la dangerosité, si elle est avérée, ou en tout cas si elle est perçue comme telle, dans ce cas, le DRH a une obligation qui est de mettre en place des moyens de prévention des risques. Parce qu'il ne va pas arrêter ces cyclistes, enfin ces employés qui viennent à vélo de façon permanente ou occasionnelle. Et donc, s'il perçoit la dangerosité, il se doit d'agir pour faire de la prévention. Et c'est là, il y a une sorte d'injonction contradictoire qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises et qui est tout à l'heure, je crois que c'est Timothée qui parlait de mettre la tête dans le sable, qui est que, oula, le vélo c'est dangereux, c'est un long sujet, je vais rien faire. C'est une grave erreur. Et aujourd'hui, on le voit, les entreprises ont conscience qu'elles doivent se saisir du sujet et mettre en place des outils, comme elles le font pour apprendre à descendre les escaliers ou la prévention du risque routier, etc. Donc c'est un vrai sujet. Je pense qu'on est en train de passer justement ce cap où le vélo est considéré effectivement, sa dangerosité avérée ou pas, c'est pas la question, mais considéré comme un moyen de déplacement et donc rentre dans les obligations de moyens de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés en matière de sécurité. Et au-delà effectivement de cet argument, ou en tout cas approche, il faut voir effectivement que les cyclistes réguliers, expérimentés, ont un taux d'accidentologie extrêmement faible. Et les bénéfices sont tels qu'on peut quand même dire que c'est négligeable.
Après, c'est effectivement à cette remarque près, c'est pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire, qui est d'être bien équipé, bien formé et bien accompagné pour certains, surtout avec cette forte, on va dire, arrivée de cyclistes sur la route. Il y a l'éducation aussi, moi je rajouterais l'éducation quand même, qui est un point important, puisque du coup, en parallèle, c'est l'éducation cycliste, piéton, cycliste, automobiliste, où la cohabitation est des fois assez particulière ou assez compliquée, sachant qu'il faut quand même remettre dans le contexte, ce qui est dangereux, c'est rarement le vélo, hein. C'est plutôt la voiture. J'ai rarement vu des cyclistes se percuter dans des platanes tout seuls et finir à l'hôpital ou pire. Autre question, T-Bike est-il éligible à la participation à 50% des financements? Alors, subventions, là, c'est cité Mairie de Paris, mais il y en a dans toutes les agglos en France. Oui, alors de façon spécifique, la mairie de Paris, oui. On ne l'est pas partout parce que le système et le principe d'électrification n'est pas encore connu de beaucoup de personnes, y compris des élus, y compris de tout ce qui concerne les mairies, les agglomérations, etc. Donc, on est sur un travail d'évangélisation, c'est-à-dire on va voir un petit peu partout en France justement les élus pour leur présenter à la fois le concept et le principe d'économie circulaire et de pouvoir l'intégrer dans les aides et les subventions qu'ils proposent en complément de l'achat de vélos électriques, voire en complément aussi de l'achat de vélos traditionnels parce que il y a aussi, il faut pouvoir aider, pas que le vélo électrique, mais tout ce type de mobilité. Donc, on ne l'est pas partout pour le moment, et en tout cas, on essaye d'être intégré dans le maximum de communes. Sur la partie sécurité, je voudrais rajouter un point important, c'est quand on est dans des grandes entreprises, il faut mettre au regard du vélo, qui jusqu'à maintenant était souvent une activité de quelques salariés, c'est en train de devenir et de toucher de plus en plus de salariés. Il faut le mettre au regard des budgets sécurité qui sont investis dans l'entreprise sur tous les autres domaines. Et donc, de ne pas parler de danger du vélo, mais de nécessité d'intégrer le vélo dans tous ces programmes, hein. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que il faut faire prendre conscience, et de plus en plus de gens le font aujourd'hui, des pistes cyclables, parce que la plus grande sécurité aujourd'hui, c'est de pouvoir rouler sur une piste cyclable. On peut avoir des casques, des airbags, tout ce que vous voulez. Si on roule au milieu des voitures, en fait, on prend des risques. Quand on est dans les pistes cyclables, comme tu disais, on voit rarement des carambolages sur les pistes cyclables, même s'il y a de plus en plus de monde aujourd'hui. C'est pas du tout dangereux comme on peut l'avoir sur les routes ouvertes, quoi. Mmh. Sauf à Montreuil, je ne sais pas si vous avez vu passer cette actu, ils ont fait des pistes cyclables avec des dômes de la même couleur que les bandes pour éviter que les voitures se garent. Ça partait d'un bon sentiment. Et les dômes étant peu visibles, ils sont aperçus assez rapidement qu'il y avait des cyclistes qui se prenaient les dômes. Bon, voilà. J'ai la même chose à Nice. En fait, ils ont fait des pistes cyclables avec des chicanes pour freiner les vélos. Mais en fait, ce qui est positif dans tout ça, c'est que finalement, c'est à l'usage qu'on fait évoluer. Donc, tout ça se met en place. C'est jamais parfait au premier coup partout, quoi. Mais partout, ça évolue. Et comme il y a de plus en plus de cyclistes qui font des retours, des commentaires et qui aident globalement les élus à faire évoluer tout ça, ça va toujours dans le bon sens, quoi. Alors, c'est très positif comme discours. Après, il faut quand même se dire que ça manque de compétences et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur essayer de mettre en avant vous, hein, en termes d'acteurs et de compétences. Après, il y a quand même eu un process de validation pour ce genre d'infrastructures qui sont assez remarquables parce que là, ça ne nécessite pas une grande expérience pour comprendre que de mettre des dômes en plein milieu des pistes cyclables, c'est légèrement dangereux. Voilà, bon, il n'y a pas eu de drame, donc tant mieux. Mais les infrastructures, vrai sujet. J'ai une autre question, parce que du coup, alors vous pouvez poser votre question, parce que j'ai, je pense, balayé à peu près toutes les questions et on va arriver tout de même, il est 57, donc pour une fois, on va tenir les délais. Mais j'ai juste des questions, effectivement, pour vous. Quel serait le frein, du coup, majeur à lever, soit pour un salarié, soit pour un employeur, qu'on n'aurait pas balayé déjà dans cette table ronde?
Mais d'un point de vue de l'usager lui-même, je pense que cette notion de sécurité de vol à vélo, on a des chiffres là pour le coup qui sont assez énormes. Euh, c'est une question importante parce que si on veut que l'usager circule sur un vélo qui soit quasi neuf, si on veut l'aider à acheter un VAE ou si on veut que le vélo sur lequel il roule soit très bien entretenu, etc., eh bien, ça attire l'œil. Si jamais cette personne se fait voler une à plusieurs fois, parce qu'on voit que les chiffres sont assez parlants de ce côté-là, s'il se fait déposséder de son vélo systématiquement, in fine, bah, tous les efforts qui auront été faits seront quasi nuls. Donc, ce problème de stationnement sécurisé, adapté, alors on a énormément de demandes d'un point de vue des gares, par exemple, ou dans des immeubles. Il y a plein de solutions. Hein. Je sais que beaucoup travaillent justement sur des parkings qui sont délaissés le jour ou délaissés la nuit quand quand les salariés partent pour pouvoir permettre aux gens de se garer. Mais il y a plein de solutions à imaginer par rapport à ça. Je pense que c'est quand même un des points principaux qui crée un frein en fait à l'utilisation des particuliers. Ok. Laurent ou Charles, Il y a, si je peux, vas-y. ouais, sur un des freins, et je suis un peu étonné de ne pas l'avoir entendu remonter, bien souvent on nous dit oui, mais c'est pas possible de faire du vélo, il pleut. Ouais. La météo est un frein, en tout cas un frein psychologique qui est peu appuyé par la réalité finalement. Et là aussi, les Allemands, ils ont un dicton que j'aime bien, qui dit il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a qu'un mauvais équipement. Alors certes, tout le monde ne va pas faire du vélo par tout temps, mais on se rend compte que tout d'abord, il ne peut pas tant que ça, et qu'en étant à peu près correctement équipé, on passe entre les gouttes. Donc ce frein-là, il faut l'adresser également de façon très objective. Et d'ailleurs, pour alimenter, il y a une étude de Météo France sur les 10 ou 13 dernières années qui effectivement montre la pluviométrie pour un utilisateur donc, du coup, au quotidien du vélo. Et le pire chiffre, c'est être à Brest, je crois, au mois de février, et vous avez à peu près une chance sur 5 d'être mouillé. Voilà, donc c'est le pire cas, donc 20% de chance dans le pire des cas. Voilà, ça reste. Et un bon KOF fait le boulot aussi. Je ne sais pas si Laurent, tu veux. Je vois que Thomas apparaît, donc quand généralement Thomas apparaît, c'est qu'on arrive à la fin. Ouais, sur la pluie, tout bon cycliste aujourd'hui a en général une application dans son téléphone qui permet de voir dans le quart d'heure ou les 30 minutes qui suivent s'il va pleuvoir. Donc, en complément de tous les vêtements aujourd'hui absolument géniaux qui permettent de pédaler sous la pluie sans se mouiller, on a quand même des applications qui permettent de choisir son créneau et de pouvoir sortir sans trop se mouiller. Voilà. Et pour compléter ce que disaient Charles et Aurélie, clairement, les infrastructures, c'est le point clé. Construisez des routes et des autoroutes et les gens se déplaceront en voiture, pardon. Et dès qu'on construit des pistes cyclables et des parkings sécurisés, tout le monde se met au vélo et on le voit bien en ce moment dans toutes les villes qui ont mis en place leurs pistes cyclables, quoi. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est la conclusion, mais en tout cas, c'est un bon atterrissage. J'ai juste une autre question, mais je vais faire la réponse. Quelle application marche en France pour la pluie? Alors, je vais être chauvin. Moi, je trouve que Météo France fonctionne extrêmement bien avec la prévision de la pluie. Alors, on peut dire c'est pas à la goutte près, hein, bien évidemment, mais on a des très fortes tendances qui font qu'on évite les quelques moments où on pourrait être complètement trempé. Thomas, je te laisse peut-être soit poser une question, si tu veux, soit conclure, je ne sais pas. Après, on a fait le tour des questions. Non, bah, simplement merci à tous. Et c'était pour rappeler qu'on vous enverra le support de présentation, le lien vers le replay et toutes les données d'intérêt. Voilà, donc j'ai pas beaucoup plus. Si vous avez des mots de conclusion, n'hésitez pas, sinon on peut s'arrêter là. Mot de conclusion pour les uns et les autres, c'est bon? Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. En tout cas, on voit très bien qu'aujourd'hui, le vélo monopolise quand même les orientations de beaucoup de personnes de manière très hétérogène. Mais à force de préconiser, proposer, accompagner, je pense que tous les ingrédients seront réunis dans peu de temps pour remettre les gens en selle, réellement. Et puis l'actualité politique, alors bon, bien, même si c'est cantonné à quelques grandes agglomérations, on devrait avoir des maires proactifs sur le sujet. Oui. Voilà, mais
même si ça ne représente pas bien évidemment toutes les mairies de France, c'est une vague intéressante à suivre. Moi, je voulais juste remercier Thomas pour la logistique. Merci aux intervenants d'avoir joué le jeu. N'hésitez pas si vous avez un dernier mot, en tout cas, mais merci à tous d'être présents. Laurent, Charles, au revoir ou un dernier mot? Au revoir. Très Ouais, un bientôt petit sur dernier les mot. pistes cyclables. Ouais, et puis un petit dernier mot pour féliciter Ecodev, parce que ce que vous faites depuis longtemps et puis en plus depuis plusieurs mois, je trouve contribue beaucoup à clarifier. Donc bravo, bravo à tous. Génial, merci Charles. Allez, bonne Au revoir, merci. Et à la rentrée, non, à jeudi, on a un autre webinaire et puis après, moi, je vous donnerai rendez-vous à la rentrée. On se reverra de toute manière sur ces sujets du vélo. Au revoir. Au revoir.